Bienvenue dans The Big Shift, Lucas. Merci. Écoute, premier épisode là depuis un bon moment parce qu'il y a eu déménagement, il y a eu vacances d'été. Donc là, ça y est, c'est septembre, c'est la reprise et on s'y remet. Et je suis trop content de commencer cette nouvelle série avec toi. Bienvenue dans le podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un gros mot qu'on entend de plus en plus dans les médias essentiellement. C'est le mot de backlash écologique. Je sais même pas trop d'où il vient. Je sais pas qui l'a inventé, qui l'a fait se propager un peu dans notre société. Du coup, l'objectif, c'est d'essayer d'aller comprendre est-ce qu'il y a vraiment un backlash écologique et qu'est-ce qu'on fait pour contrer ce qui est en train de se passer au niveau français, au niveau européen. On constate qu'effectivement, il y a des reculs sur des mises en application de lois, sur des projets européens. Sur des gros sujets, on parle notamment de la 69 encore jusqu'à cet été, on entend un peu moins parler à cette rentrée, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sujet. Et donc voilà, l'objectif c'est vraiment de s'atteler à ce sujet du backlash et de comprendre ce qui se passe, et donc c'est avec toi qu'on est là pour en parler. Tu as cofondé Parlons Climat, on avait reçu l'année dernière, il y a quasiment un an jour pour jour, je pense, Amélie Deloff, du coup ta cofondatrice, pour parler de communication climatique et comment est-ce qu'on faisait pour mieux engager les gens quand on parlait d'écologie. Un épisode qui m'avait bien marqué parce que je m'étais rendu compte que après 2 ans et demi de podcast, j'en parlais mal en fait de l'écologie. J'étais incapable de convaincre les gens parce que j'avais pas les bons mots, alors que ça fait 2 ans et demi que j'essayais, quoi. Donc première petite claque avec Parlons Climat. Aujourd'hui sera peut-être la deuxième, tu me diras. Notre but, c'est pas de mettre des claques aux gens en moyenne, hein, mais bon. Et donc, pour commencer, j'aimerais juste qu'on essaye de revenir à la genèse de ce sujet du backlash. Quand est-ce que ça a émergé dans le débat public, ce sujet-là ? Merci de m'accueillir, d'abord. Avec grand plaisir. Écoute, c'est vrai que backlash, déjà, c'est un mot anglais qui est très peu traduit en fait quand on l'utilise. Backlash, on le traduirait par retour de bâton, retour en arrière d'une manière ou d'une autre. Et on va dire qu'il est arrivé en France spécifiquement sur les enjeux climat-écologie depuis, j'ai envie de dire, à peu près 18 mois. Ok. Et l'idée sous-jacente, c'est de dire il y a des retours après beaucoup d'avancées, et je pense que c'est important de l'avoir en tête, cette notion de backlash, c'est après des avancées, il y a des retours en arrière. Et en fait, c'est un mot qui avait été beaucoup utilisé, et notamment conceptualisé dans les milieux féministes aux États-Unis dans les années 70-80, où en gros, après une grosse vague d'avancées sur ces sujets-là, il y avait eu une forme de retour en arrière, de retour de bâton. Et donc, c'est à ce moment-là que le mot de backlash avait été pas mal utilisé, notamment aux États-Unis. Mais, et je trouve ça toujours intéressant à avoir en tête, on en trouve une occurrence sur les sujets environnementaux dans le New York Times, où il y a un sénateur américain qui dit il faut arrêter de parler de backlash environnemental, c'est un mensonge propagé par les grands industriels. Et cette citation date de 1972. Donc, ces idées autour du côté, genre, ouais, il y a des backlash sur l'environnement, etc., ouais. En fait, c'est pas tout à fait nouveau, par ailleurs. Et c'est la même date que Limits to Growth, le rapport Meadows ? C'est probable, c'est dans ces moments-là, et où, effectivement, du coup, cette notion de backlash était déjà utilisée dans le cadre des sujets environnementaux plus que climatiques à ce moment-là. Mais je trouve ça intéressant aussi en termes de mise en perspective, de se dire, en fait, il y a 50 ans, il y avait déjà des gens qui disaient non, mais il y a cette idée de backlash, et en fait, c'est une idée qui est juste propagée par des gens qui n'ont pas envie que les choses bougent. Intéressant. Ça veut probablement dire qu'on est dans un circuit, dans une sorte de modèle qui est en train de se répéter par rapport à ces années-là. Est-ce que tu sais si on avait un peu ce même type d'accélération ? Tu disais que le retour du bâton, il vient après une accélération des sujets. Ça veut dire, est-ce que dans les fins des années 60, peut-être mai 68, etc., je dirais, il y a des prises de parole sociales fortes, plus du coup, après les rapports de Meadows de 72. Est-ce que du coup, c'est un peu le même type d'accélération et de retour de bâton après ? Alors, je ne suis pas un méga spécialiste en vrai de cette période, mais je sais que la fin des années 60 et le début des années 70 aux États-Unis, c'est des moments où les sujets environnementaux, plus que climatiques, parce que voilà, à l'époque, c'est quand même plus ça les enjeux, prennent beaucoup de place, de plus en plus de place. Il y a notamment un Earth Day autour de ces années-là où il y a vraiment au moins 1 million de personnes qui descendent dans la rue aux États-Unis. Et donc, effectivement, je trouve ça intéressant ce que tu dis. En fait, ces notions de backlash et de retour en arrière,
elles ne sont mobilisées, elles ne sont utiles qu'après des phases où, à l'inverse, il y a eu beaucoup de croissance, de mise à l'agenda, de prise de décision politique. Ce qui est, je pense, important pour l'ensemble de notre conversation aujourd'hui aussi. C'est de se dire, selon la manière dont on décrit la situation aujourd'hui, en tout cas, on peut prendre acte que par rapport à il y a 10 ans, on est dans une situation qui est infiniment meilleure sur les enjeux climat et environnement. C'est intéressant et c'est rassurant aussi parce que le fait de poser ce cycle, se dire que ce sont des cycles, bah, ça donne aussi de l'espoir en se disant bah oui, mais dans les années 72, quand on se disait juste il n'y a personne qui nous écoute sur ce rapport-là, on voit qu'après, dans les années 90, Kyoto et puis ensuite COP21, il y a eu ces phases d'accélération à chaque fois. Et il y a eu après des phases d'arrêt ou de retour, mais du coup il y a quand même des phases d'accélération qui sont marquées, quoi. Et je pense qu'on est des accordéons, quoi. Ouais, on n'est pas exactement pour moi dans un truc qui est totalement comparable là-dessus, parce que pour le moment, enfin nous en opinion publique, et on va s'en reparler tout de suite après, on voit pas du tout de baisse du soutien. Je pense que ce qui est comparable quelque part, que ce soit dans ce backlash environnemental des années 70, le backlash contre les mouvements féministes aussi dans ces années-là aux États-Unis, c'est en tout cas clairement des mouvements qui, d'une manière ou d'une autre, remettent en cause une forme de statu quo, qui y arrivent, quelque part, qui prennent suffisamment de pouvoir et de puissance pour que, en fait, ils se fassent des ennemis, et du coup, ils commencent à se faire dézinguer d'une manière ou d'une autre. Et donc, je pense que c'est ça ce qu'il y a quand même de commun à ces époques-là et à ce qu'on traverse aujourd'hui encore. C'est-à-dire que toutes ces idées autour du backlash en ce moment, notamment en France, elles sont aussi liées au fait que sur les enjeux climat, transition, environnement, il y a eu une forme de... Il y a du pouvoir en fait qui a été exercé, il y a des politiques publiques qui ont été prises qui en fait changent la face de la réalité, entre autres économique. Et ça, d'un seul coup, il y a des acteurs qui pendant longtemps se disaient, bon, les écolos, l'environnement, en fait, bon, ok, ils disent ce qu'ils veulent, mais en fait, à la limite, on peut ne pas en avoir grand-chose à faire, et qui là, en fait, se sont rendus compte qu'en fait, non, en fait, la préoccupation était montée dans l'opinion publique, ça avait eu des traductions en termes de politique publique, ça impactait aussi des secteurs économiques, et donc il fallait peut-être se mettre en branle de leur côté, si jamais ils voulaient éviter une totale transformation aussi du système économique. Ok, j'aimerais qu'on revienne du coup sur tout ce qu'on est en train de déjà dévoiler. Tu as écrit du coup une note avec l'IDRI sur ce que tu as appelé le pivot majoritaire, on va revenir rapidement dessus, mais du coup qui est finalement une note de ce que toi tu penses de ce backlash. Pourquoi est-ce que tu as estimé que c'était intéressant de faire cette note? Qu'est-ce que tu as observé à ce moment-là où tu t'es dit tiens, il faut écrire quelque chose là-dessus? En fait, c'est une réflexion qui est venue en 2 temps. On a eu en fait un premier temps qui était vraiment spécifiquement sur ce sujet de backlash, où nous, en fait, on a commencé à voir effectivement monter beaucoup de conversations médiatiques autour de cette idée de backlash, et en fait qui amalgamait 2 choses, qui disaient en gros, il y a des retours en arrière, on ne peut pas les qualifier différemment, dans les discours et les décisions politiques, et dans les secteurs économiques dans une certaine mesure. Ça, c'est un fait. Mais ce qui était sous-entendu là-dedans, c'est que c'était aussi la résultante d'un retournement de l'opinion publique. En gros, vu que l'opinion publique s'intéressait moins à ces enjeux-là, alors du coup, les responsables politiques et économiques avaient pu quelque part revenir en arrière dessus. Et nous, pour le coup, pour beaucoup bosser sur l'opinion publique, ce qu'on voyait clairement, c'est qu'il n'y avait pas de retournement de l'opinion publique. Alors, donc, pourquoi est-ce que vous bossez sur l'opinion publique? Est-ce que tu peux revenir rapidement sur Parlons Climat et ton parcours peut-être du coup? Nous, Parlons Climat, du coup, ça fait 3 ans maintenant qu'on travaille sur les sujets d'opinion publique en lien avec les enjeux de transition de manière générale. Donc climat, environnement, biodiversité, agriculture, enfin tous les sujets en fait qui vont avoir trait à la transition d'une manière ou d'une autre. Nous, notre point de départ, c'est de se dire... selon les moments, selon les études, mais en gros, tu as 25 à 30% de la population en France qui te dit, dans les études, que le climat et l'environnement, c'est vraiment important pour elles. Ça fait partie de leurs priorités pour l'avenir de ce pays. Et nous, ce qui nous intéresse depuis le début, c'est de se dire, les 70% qui ne font pas de cet enjeu-là une priorité, en fait, si jamais on veut d'une manière ou d'une autre les engager, les convaincre d'une manière ou d'une autre, il faut d'abord s'intéresser à ces gens, en fait. Il faut d'abord comprendre, en fait, pourquoi ils sont là où ils sont. Et donc, nous, c'est pour ça, en fait, qu'on travaille sur les sujets d'opinion. C'est juste qu'on a envie de comprendre les gens. Et donc, on va aller voir, du coup, dans des secteurs de la population où il y a moins de soutien sur les enjeux de transition. Ça peut aller très loin
comme les climato-sceptiques sur lesquels on a bossé. Ça peut aller sur des endroits où c'est en fait un peu plus trouble. On a bossé par exemple sur les publics, sur les agriculteurs, sur lesquels il y a une perception a priori que dans le débat public qu'ils sont vraiment pas très allants sur les sujets de transition. Donc on a voulu creuser ça. Et donc voilà, on a creusé plusieurs parties de la population comme ça. On va bientôt publier un travail sur les seniors par exemple, où c'est pareil, on a plein de préconceptions sur les seniors, le climat, etc. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on creuse d'abord le rapport spécifique de ces personnes aux enjeux climatiques et environnementaux pour ensuite se dire comment est-ce qu'on pourrait les adresser de la meilleure manière pour, on va dire, les engager, les convaincre, qui trouvent en tout cas que ce sujet a son importance, encore une fois, en respectant qui ils sont et l'endroit d'où ils parlent dans la société. Et ça, c'est super important. Et ça, c'était du coup le thème de l'épisode avec Amélie Deloffre, où on segmentait la population en se disant comment est-ce que ces différents segments de population, en fonction de leurs croyances, de leurs valeurs, et de là où ils se situent, donc de leur âge, de leur position géographique, etc., comment est-ce que ces gens-là, on peut leur parler mieux. Et si tu veux, pour revenir là-dessus, et je pense que c'est un point qui est super important, nous, dans notre approche, c'est qu'on remet toujours les sujets climat et environnement en contexte. Ouais. C'est ce qu'on se disait un peu là juste avant. Mais si tu veux, ta vision du monde, la manière, même, j'ai envie de dire, la manière dont tu conçois ta place dans la société, ton travail, la manière, même tes opinions politiques, etc., en fait, elles vont venir teinter ton regard sur les sujets climatiques et environnementaux. Et donc, c'est super important aussi de saisir ça et pas seulement de poser la question aux gens. Et du coup, tu penses quoi du climat ? Il faut d'abord leur parler de comment vous voyez la société, c'est quoi qui est important pour vous en ce moment, pourquoi, comment vous voyez l'avenir, c'est quoi la société dont vous rêvez, etc. Parfois, tu as l'impression que tu vas déjà ensuite connaître les réponses en vrai, non ? Alors, parfois oui, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est toujours surpris, en fait, et parce que les gens sont toujours plus complexes et finalement plus fins et toujours plus intéressants, notamment que ce qu'on peut avoir. Et pour revenir sur ce qu'on fait chez Parlons Climat, on fait des études quantitatives, donc des sondages. En gros, super, on va avoir des chiffres. Le principe quand même des études quantitatives, en général, c'est que c'est assez binaire. Ouais. Oui, non. Et en fait, à côté de ça, on fait aussi beaucoup de qualitatifs. Donc, on va faire des entretiens d'1h15, d'1h30 avec des gens. Et là, tu te rends compte que derrière leur oui ou leur non, en fait, il y a beaucoup plus de finesse, il y a beaucoup plus de complexité. Et donc, c'est en vrai extrêmement intéressant. Et les gens sont toujours très surprenants. Alors, je t'ai un peu coupé tout à l'heure parce que du coup, tu me parlais de cette étude et de cette fameuse opinion publique où vous pensez qu'effectivement, il y a une différence entre ce fameux backlash au niveau politique, donc plutôt au niveau des élites et de la direction, si tu veux, des organes économiques et politiques, mais que dans la population, dans l'organe plutôt citoyen, il n'y a pas vraiment ce backlash. Et donc, je voulais faire ce petit point-là par mon climat pour savoir pourquoi est-ce que toi, tu avais cela et pourquoi est-ce que c'était intéressant que toi, tu le dises. Mais voilà, du coup, si tu pouvais revenir un peu là-dessus. Je reviens là-dessus avec plaisir. L'avantage qu'on a sur ces enjeux d'opinion, de climat et d'environnement, c'est qu'en France, on a une organisation qui s'appelle l'ADEME, qui fait depuis maintenant 25 ans, tous les ans, un baromètre qui s'appelle le baromètre des représentations sociales du changement climatique. Il ne pose pas exactement tous les ans les mêmes questions, mais il y en a quand même pas mal sur lesquelles, en fait, il les pose depuis pas mal d'années. Et donc, on peut avoir une vision historique, si ce n'est très longue, au moins sur 5, 10, 15 ans, selon les questions qu'on pose. Et donc, nous, c'est ça ce qu'on a regardé pour se dire, en fait, mais est-ce qu'il y a vraiment un backlash d'une manière ou d'une autre ? Un backlash, en opinion publique, ce serait sur une question de soutien à l'environnement et au climat. Il y aurait eu une chute, en gros, sur les 2-3 dernières années. C'est le sous-entendu, en gros, derrière le backlash. Et il y a 3 grandes questions, nous, qu'on regarde là-dessus. C'est, en gros, est-ce que les gens ils pensent que l'environnement et le climat, c'est important ? Et donc là, l'ADEME pose une question en demandant aux gens de noter de 1 à 10 à quel point le sujet est important pour eux. Et on voit, en gros, que depuis 15 ans, les gens, en moyenne, mettent 8 sur 10. Et c'est méga stable. Donc, c'est un sujet qui est important. Et on voit aucune chute sur les dernières années. Ensuite, on regarde du soutien aux politiques publiques. Pour nous, c'est un vrai bon indicateur de ce que les gens sont en soutien des enjeux de transition. C'est ce qu'ils soutiennent, les politiques publiques qui permettent de mettre en place cette transition. Et ça veut dire quoi ? C'est des exemples ? Là, il y en a 5, nous, qu'on regarde pas mal parce qu'ils les ont posés depuis pas mal d'années, qui sont typiquement une obligation de de rénover les logements, les passoires énergétiques, augmenter les ENR en France, taxer davantage l'aviation. Il y en a une sur limiter la vitesse de l'autoroute A110 et il y en a une 5e sur les véhicules polluants. Je crois que c'est peut-être pas limiter l'accès des centres-villes aux véhicules polluants ou taxer davantage les véhicules polluants, mais bon, c'est 5 sujets qui sont quand même relativement structurants sur les enjeux climatiques. Pas tous de la même manière, mais quand même en moyenne. Et nous, ce qu'on fait, ce qu'on aime bien, c'est on moyennise le soutien à ces 5 politiques publiques, parce qu'il y en a une qui, d'une année sur l'autre, peut bouger. Par ailleurs, c'est pas des échantillons énormes, donc on aime bien faire même des moyennes triannuelles quand on bosse
sur les données de l'ADEME. Et ce qu'on voit, en gros, c'est que ces 5 politiques publiques, en moyenne, il y a 10 ans, elles étaient soutenues par 60% de la population. Et en 2024, c'est les derniers chiffres de l'ADEME, et elles étaient soutenues en moyenne par les 2 tiers de la population. Donc ça a plutôt augmenté, en fait, depuis le moment où on regarde. Donc c'est un sujet important. Il y a des politiques publiques qui sont plutôt soutenues, et c'est plutôt en augmentation. Et le dernier truc qu'on regarde, c'est en fait, est-ce que c'est un sujet qui est prioritaire ? Parce qu'en fait, il y a plein de trucs dont tu peux te dire que c'est important. Il y a plein de sujets dont tu peux te dire que c'est important. Et l'enjeu, là, c'est plus dire, OK, voilà 10 sujets qui, en vrai, ils sont tous importants. Tu as le pouvoir d'achat, tu as la santé, tu as la culture, tu as les relations internationales, tu as le climat et l'environnement. Et quel est le pourcentage des gens qui mettent dans ces 3 sujets, dans leurs 3 sujets les plus importants, le climat et l'environnement. Donc, c'est plus prioritaire. Donc, tu vois, ça va avec des notions de choix aussi. Et ce qu'on voit sur cet indicateur-là, c'est que grosso modo, dans les années, en gros, 2015, on était à un peu moins de 15% de la population qui mettait le climat et l'environnement dans leurs 3 sujets prioritaires pour l'avenir du pays. Et quand on regarde là, 2022, 23, 24, on est plutôt aux alentours de 28 à 30%. Donc en gros, on a doublé la part de gens. Et clairement, il y a eu un gros pic jusqu'en 2020-2021. Depuis, ça a perdu 3, 4, 5 points, mais ça reste à un niveau qui est à peu près le double de celui qu'il était il y a 10 ans. Et juste pour te donner un point de comparaison que je trouve intéressant, quand tu regardes la moyenne de la population, du coup en France, en 2015, il y avait à peu près 15% de la population qui disait climat-environnement, ça fait partie de mes 3 sujets prioritaires pour la France. Quand on regarde les chiffres de 2024, ce 15%, on le retrouve dans un seul électorat, qui est celui du RN. Ouais. Donc quelque part, les électeurs RN, aujourd'hui, priorisent autant l'enjeu climat et environnement que l'ensemble de la population il y a 10 ans. Ce qui pour moi est quand même une manière de montrer un petit peu à quel point il y a eu des pas en avant, quoi. Ouais, c'est hyper intéressant. Parce que, ouais, on pourrait effectivement se dire qu'ils sont réfractaires comme on pourrait l'être il y a des dizaines et des dizaines d'années plutôt qu'en 2015. Quoi. Et en 2015, moi, j'ai pas le souvenir de titres de journaux sur le backlash sur le climat et l'écologie. Donc, si tu veux, cette notion de backlash, par ailleurs, elle se comprend vraiment uniquement que tendanciellement. Clairement, en fait, ce qui s'est passé, il y a eu entre 2015 et 2022 en opinion publique une hausse hyper importante des enjeux climat, vraiment assez dingue en vrai. Et depuis, ça ne croît plus. Porté par la COP21 en 2015-2016, porté par plein de bons le boulots manifeste fait par étudiant plein de gens. pour un réveil écologique en 2018, les marches pour le climat, etc. Et, puis, converti en plus en décision politique, enfin, dans le Green Deal, en la création du SGPE, en l'accord de Paris auparavant, enfin voilà. Donc effectivement, et donc il s'est passé beaucoup de choses. Et donc voilà, donc nous quand on regarde l'importance du sujet en opinion publique, à quel point les gens ils soutiennent les politiques publiques, à quel point ils priorisent le sujet, en fait à aucun endroit on voit un retournement de l'opinion publique. Ok, très intéressant. Mais du coup, ça met un peu l'épisode par terre parce que on est en train de dire qu'on est à un seuil, on est en train de dire qu'il y a un pivot à faire. Et toi, tu me dis, en fait, finalement, l'opinion, elle fait que être stable ou augmenter en fonction des tranches de population. Donc, on devrait juste continuer à faire comme ça. Et puis, bon, c'est petit pas, mais ça finirait par y aller, quoi. Alors, effectivement, ce n'est pas le cas. Nous, ce qu'on constate clairement, et c'est ce que je te disais juste avant, c'est qu'il y a eu une vraie période de croissance, de priorisation de ce sujet, jusque grosso modo 2020, 2021, peut-être 2022. Et depuis, on est plutôt sur un plateau qui est même très légèrement descendant. Très légèrement. Pas du tout à la même vitesse que donc ça là, montait on parle plus auparavant. forcément d'opinion publique, mais on parle d'action, en fait. Non, ça en opinion publique. Moi, là, je suis vraiment en opinion, si tu veux. Clairement, enfin, ce que je te disais, quand tu regardes 2021-2022, tu as plutôt 32%, on va dire, de la population qui dit climat et environnement. C'est vraiment super prioritaire pour moi. Maintenant, nous, dans nos derniers chiffres, on est plutôt à 27%, tu vois. Donc quand même, tu as eu un tassement sur les dernières années. C'est pas du tout, en fait, c'est pas des mouvements dingues, hein, mais tu as quand même un tassement. En tout cas, tu n'as plus de croissance d'une manière ou d'une autre. Et on sait que la croissance, c'est important. On adore la croissance là-dessus. Mais effectivement, nous, on a assez envie de retrouver, on va dire, un allant et de voir que, effectivement, nous, ces indicateurs-là qu'on suit dans l'opinion publique continuent à être plutôt en hausse, avec une part toujours plus importante de la population qui dit soutenir et les politiques publiques et dire que c'est un enjeu qui est particulièrement prioritaire pour elles et eux. Et donc, du coup, c'est pour ça que nous, le fait qu'aujourd'hui, on soit sur un plateau, ça doit nous réinterroger sur la manière dont on fait les choses collectivement, en étant au clair que les choses qu'on fait collectivement, elles ont quand même vachement bien marché entre 2015 et 2022, mais qu'aujourd'hui, visiblement, elles ne marchent plus. Ok. Et tu as une raison, du coup, à ce... Est-ce que c'est un plafond de verre ? Est-ce qu'il y a des raisons pour lesquelles ce qui marchait jusqu'à maintenant ne marche plus maintenant ? Qu'est-ce qui a changé ?
Bah, nous, quand on regarde ça, en gros, c'est un peu tout le papier du coup qu'on développe là-dessus, pour le coup, vraiment avec l'IDRI. Et là-dessus, c'est vraiment notre travail commun. C'est IDDRI, si jamais vous voulez aller voir. IDDRI. Et qui ont plein de travaux super intéressants et dont certains, je pense que je reciterai un peu plus tard. Mais en gros, ce qu'on remarque, nous, c'est que jusqu'à maintenant, pour le dire vite, beaucoup des stratégies de la société civile, notamment, c'était ce qu'on peut appeler des tactiques minoritaires. C'est un monsieur qui s'appelle Serge Moscovici, qui, oui, est le papa de l'autre Moscovici, je crois, et qui parlait justement de l'influence minoritaire comme étant, en gros, l'influence que un petit groupe déterminé, intransigeant, etc., pouvait en gros rentrer dedans, pour le dire vite, la majorité, et peu à peu la faire changer comme ça, en étant extrêmement intransigeant et en restant un petit groupe très déterminé, très intransigeant, et que c'est comme ça, en fait, qu'ils réussissaient à faire bouger la majorité. Ouais, donc ça, c'est la théorie du point de bascule, où quand tu as une certaine proportion de la population qui est active sur un sujet, le sujet finit par devenir mainstream, entre guillemets. Ouais, et bah, en fait, au-delà de la mainstreamisation, parce que pour moi, si tu veux, c'est en tout cas l'idée de se dire que d'abord, pour agiter cette majorité, il faut en tout cas être très direct, très sans compromis et très engagé sur le sujet, avec une forme de radicalité au sens un petit peu premier du terme. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que ces stratégies-là, celles qui ont été beaucoup déployées par la société civile, on pense qu'aujourd'hui, elles ont touché leurs limites pour un certain nombre d'entre elles. Et je peux peut-être te donner un ou deux exemples. Mais si tu veux, il y a eu de fait, par exemple, un développement d'une sphère écolo, d'une manière ou d'une autre, de gens engagés sur ces sujets-là. Et en fait, au début, c'était très bien. Si tu veux, il fallait qu'il y ait des gens qui s'engagent un peu là-dessus. Sauf que maintenant, elle a atteint une taille suffisante, quelque part, pour qu'elle puisse vivre en bulle. Si tu veux, aujourd'hui, il y a des médias spécialisés, il y a des segments éditoriaux de bouquins spécialisés, il y a des podcasts spécialisés. Voilà, il y a tout un tas, il y a des organisations spécialisées, etc. Et donc, du coup, c'est aussi une sphère qui peut vivre en bulle. Et donc, pour laquelle, du coup, la question de comment est-ce qu'on parle à d'autres gens devient forcément plus complexe. Alors qu'au départ, je caricature totalement. Exact. Mais quand t'es deux, ton enjeu, c'est d'être trois, en fait, assez vite, tu vois. Quand tu commences à être potentiellement en fait des millions en France, bah en fait tu peux vivre dans ton petit vase clos, ta petite bulle, t'es content, tu fais tes débats, t'as tes segments éditoriaux, t'as tes émissions, t'as tes débats entre toi, machin, etc. Et donc ça, clairement, pour moi, ça fait partie de ces tactiques minoritaires qui aujourd'hui ont touché leurs limites. T'as un autre exemple là-dessus qui est par exemple sur l'effet de distinction. Si tu veux, t'as une partie de la société, pour le dire vite, la classe moyenne, à capital culturel élevé, une partie des classes supérieures qui sont emparées des questions écologiques, notamment de deux manières, en accumulant d'une part de la connaissance sur ces sujets et d'autre part en écologisant, avec des guillemets, leur consommation. Et donc ça, au début, c'était très bien. Enfin, ça a permis qu'il y ait une partie de la population qui se saisisse de ces enjeux, qui s'engage dessus via sa consommation, via de l'accumulation de connaissances. Mais ça crée aussi des formes d'effets de distinction. C'est devenu des formes de connaissances et de modes de consommation distinctifs. Et du coup, dans lesquels il y a toute une autre partie de la population, notamment d'autres classes sociales, en fait, qui ne se reconnaissent pas et qui ont envie de se distinguer à leur tour, quelque part, de ce mode de vie et ce mode de connaissance. Et c'est une dynamique sociale qui est absolument normale. Et donc, à la fois, c'était très bien, c'était nécessaire à un moment qu'il y ait ces effets-là qui se mettent en place. Ça a permis qu'il y ait une partie de la population qui s'engage, etc. À la donc fois, l'effet aujourd'hui, bulle et l'effet statut. Voilà, ça pose une limite. Donc voilà, l'effet bulle, l'effet statut, nous, on parle d'effet de distinction là-dessus. Il y a un effet, par exemple, aussi de polarisation politique dont on pourrait parler, qui est le fait, pour le dire vite, que la gauche et le centre de l'échiquier politique, notamment la gauche dans un premier temps, se sont beaucoup saisis de ces questions-là, les ont beaucoup investis, et donc quelque part, c'est devenu un sujet qui est perçu comme étant plus à gauche, parce que plus investi par la gauche, et donc ce qui fait qu'une partie de l'échiquier politique, aujourd'hui, décide de ne pas aller nécessairement sur ces sujets, en ayant peur que ce soit en gros un sujet qui appartienne, entre guillemets, à l'autre partie du champ politique. Et donc, c'est ce qu'on voit aujourd'hui en France, en tout cas, qu'on commence à voir pas mal à l'œuvre. Et en même temps, et donc à la fois, du coup, il y a une polarisation politique là-dessus. Ça, c'est un problème aujourd'hui. Mais si on revient il y a 10 ans, ou il y a 15 ans, en l'occurrence, c'était loin d'être une évidence, en fait, que l'ensemble de la gauche se saisisse des questions climatiques. Enfin, franchement, il y a 15 ans, c'était vraiment
pas du tout le cas en tant que tel. Et C'est donc, Sarko, le Grenelle de l'environnement. Voilà, il y a Sarko, le Grenelle de l'environnement. Et puis même, si tu veux, dans l'ADN de la gauche, il y a eu beaucoup de débats autour du productivisme, machin, etc. C'était loin d'être évident. Aujourd'hui, ça nous semble évident que le climat, l'environnement, c'est un truc de la gauche, machin, etc. Et donc, en fait, c'est plutôt une victoire à un moment qu'il y ait au moins une partie du champ politique qui investisse sérieusement cette question-là. Juste aujourd'hui, ça touche ses limites, et la limite, c'est la grosse polarisation politique autour de ces sujets. Donc, l'effet de polarisation, c'est une troisième tactique qui finalement a plutôt bien marché, mais qui touche ses limites. Et la dernière, c'est qu'on développe, enfin, une des autres qu'on développe, c'est l'effet des tactiques. Il y a un truc assez classique en sciences humaines là-dessus, qui est le dilemme de l'activiste. En gros, tu sais que plus tu fais une tactique, entre guillemets, radicale, plus tu vas avoir de couverture médiatique, mais plus tu vas créer de la polarisation. Et en fait, au début, quand personne parle de ton sujet, en fait, sacrifier, entre guillemets, de la polarisation pour de la mise à l'agenda, c'est tout à fait OK. En fait, ton enjeu, c'est même pas de convaincre les gens. C'est juste d'abord que les gens en parlent. Enfin, que déplacer la fenêtre d'Overton et que les gens commencent à parler de ton sujet. Au moins en parler, à dire, il y a ce sujet quand même qui existe. Et sauf qu'aujourd'hui, pour moi, on est à un moment où ça ne vaut plus le coup d'échanger de la mise à l'agenda contre de la polarisation. Parce qu'en fait, la mise à l'agenda, elle a déjà été vachement bien faite. Enfin, quand on regarde, c'est pareil, la couverture médiatique aujourd'hui des enjeux climatiques par rapport à il y a 10 ans, elle est quand même beaucoup plus forte. La mise à l'agenda politique, elle est également plus forte, même si sur les médias, sur les 2-3 dernières années, les derniers chiffres qui sortent montrent que ce serait plutôt globalement en baisse, mais ils discutent avec n'importe quel journaliste qui bosse sur ces sujets-là par rapport à il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Déjà, il y a bien des chances qu'ils ne bossaient pas dessus, en fait, tout simplement. Et on a un certain nombre de médias un peu spécialisés qui sont vachement développés. Enfin, quand on peut discuter avec des gens comme Vert ou même Reporter, enfin, c'était Vert, il y a 10 ans, n'existait pas. Reporter, j'ai pas les chiffres, mais je pense il y a 10 ans, s'ils étaient 3, c'était bien le max. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une rédaction de plutôt 20-25 personnes. Et donc, il y a quand même vraiment des choses qui ont absolument changé sur la mise à l'agenda et politiquement aussi. Enfin, c'est quand même un sujet qui est beaucoup plus à l'agenda politique qu'il y a 10 ou 15 ans. Et donc, j'avoue, moi j'ai l'impression d'avoir les sirènes inverses, mais parce que je suis exactement dans l'effet bulle que tu mentionnes juste avant, où j'ai Quota Climat qui va dire que la mise à l'agenda est pas suffisante parce qu'il n'y a que 3% du temps d'antenne sur les médias mainstream qui concernent le changement climatique ou en tout cas les événements affiliés. Et du coup, j'ai pas forcément cette impression-là, mais peut-être que du coup, justement, je suis trop dans cet effet bulle, quoi. Et je pense que c'est aussi sur combien de temps tu regardes. En fait, si tu veux, et moi, ça, c'est vraiment un de mes points que je trouve extrêmement important aussi. C'est faut échanger avec des gens qui sont investis sur ces sujets, non pas il y a 5 ans, comme beaucoup d'entre nous, toutes et tous, tu vois, mais plutôt il y a 10 ans, il y a 15 ans ou il y a 20 ans. Et en fait, ils sont capables, justement, d'expliquer à quel point, en fait, c'est un changement d'échelle qui est absolument majeur qui s'est passé entre-temps. Et oui, on est à un moment où, tendanciellement, on n'est plus sur un sujet qui est en train de se développer, on va dire, dans l'opinion publique et qu'on est dans une petite séquence. On parle d'une séquence depuis 1 an, hein, où les choses sont plutôt, en termes de décision politique, d'aller dans le mauvais sens. Mais en fait, quand tu regardes sur un pas de temps plus large, et je pense qu'on se doit de regarder sur des pas de temps plus larges que 1 an sur nos sujets globalement, en fait, on est plutôt dans une bonne position. C'est assez rassurant, en fait, ce que tu dis. J'aime bien. Et non, si tu veux dire, ça peut faire du bien moralement à ceux qui nous écoutent aussi. Ouais, mais en fait, le message, c'est pas du tout de se dire... It's OK, ça va aller. Pas du tout. Il faut qu'on se remette en cause extrêmement profondément. Mais par contre, c'est super important pour moi qu'on se dise, en fait, on se remet en cause parce que quelque part, il y a tellement de choses, il y a tellement de gens qui se sont mobilisés, qui ont fait des choses tellement extraordinaires pendant 15 ans, qu'en fait, quelque part, le paysage stratégique dans lequel l'on est a totalement évolué. Mais c'est nous qui l'avons transformé, en fait, quelque part. C'est le bon boulot. Et nous, je m'inclus un peu trop facilement là-dedans. C'est eux. C'est de l'action de centaines de milliers d'organisations, de citoyens, de responsables politiques, de scientifiques, de médias, etc., qui, de manière lente. Mais justement, enfin, c'était pas vraiment conjoint, mais de fait, il y a eu un mouvement qui est né et qui a fait qu'on est dans une situation aujourd'hui qui est nettement meilleure qu'il y a 10 ou 15 ans. Et donc, il faut s'en féliciter et pour autant se dire que en fait, la manière dont on a fait arriver cette situation meilleure, c'est pas avec la même manière qu'on va réussir à atteindre le palier d'après d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, donc là, ça, c'est les stratégies minoritaires qui nous ont amenés jusqu'ici, bravo, que tu viens de décrire.
aujourd'hui, est-ce qu'elles pourraient encore fonctionner à certaines échelles? Est-ce qu'elles sont contre-productives? Comment est-ce que... Moi, je pense qu'il y a quand même un certain nombre de ces stratégies qui sont devenues contre-productives. C'est ce que j'essayais de décrire tout à l'heure, un peu avec ce côté, en fait, tu as un effet de bulle qui se crée autour du fait qu'il y ait de la spécialisation sur ces sujets, ce qui au départ est très bien, mais ça crée un effet de bulle. Tu as un effet sur la politique. En fait, tu essaies au départ de faire prendre le sujet par une partie de l'échiquier politique et c'est très bien, mais du coup, ça crée de la polarisation. Et c'est pareil sur les tactiques radicales. Tu fais de la mise à l'agenda contre de la polarisation, mais du coup, tu te retrouves avec beaucoup de polarisation aujourd'hui. C'est un enjeu. Moi, je pense que il y a sur beaucoup d'enjeux, il faut vraiment, c'est ce qu'on appelle, nous, de nos voeux, faire un pivot majoritaire. Et donc, on pourra aller un peu plus là-dessus sur ce que ça veut dire. Dedans, mais il y a certaines tactiques qui peuvent, je pense, garder leur pertinence à certains niveaux. Je pense, par exemple, je vais donner un exemple dont on peut débattre longuement de jusqu'où est-ce qu'il faut que ça aille ou pas, mais sur les méga-bassines, sujet qui n'était pas à l'agenda du tout. Je veux dire, il y a 3 ans, pour le dire vite, déjà, même le mot méga-bassine, personne n'en avait entendu parler. Et on peut en tout cas constater qu'il y a eu un succès, en tout cas en termes de mise à l'agenda là-dessus. Par contre, ça s'est fait, encore une fois, au prix d'une polarisation politique, et tout ça étant pris dans un contexte de polarisation plus large dans les questions écologiques. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, pour faire apparaître certaines questions spécifiques à l'agenda qui n'y sont pas du tout, peut-être qu'il y a encore une obligation de faire des formes de stratégies qui vont aller vers de la polarisation. Mais je pense que c'est dans des cas extrêmement spécifiques et précis, et pas dans le cas général, on va dire, sur les sujets de transition. Intéressant. J'ai l'impression que c'est aussi peut-être lié à la façon dont le message est délivré. Alors, on va en reparler un peu après, mais typiquement, deep sea mining avec donc le forage en mer. On en avait fait un épisode avec Anne-Sophie Roux l'été dernier, cet été, que vous pouvez aller écouter, qui est génial. C'est des sujets qui ont été mis en valeur par justement de l'influence sur les réseaux sociaux, des Camille Etienne, des Anne-Sophie Roux, des Anne-Sophie Novelle, des Claire Douvian. Donc en fait, est-ce que c'est vraiment juste certains médias qui doivent se cantonner à un rôle? Donc par exemple, des influenceurs qui sont déjà dans un effet bulle, que tu le disais tout à l'heure, on peut être jusqu'à 1 million, 2 millions dans sa propre bulle et tout va bien. Et en fait, Camille Etienne qui touche des millions, elle est quand même encore dans cette bulle. Est-ce que du coup, elle, ça peut être son rôle d'avoir encore cette action minoritaire, entre guillemets, de mettre à l'agenda, même si elle commence à le faire avec d'autres pays, avec la Norvège, avec les Pays-Bas, il commence à y avoir une coalition d'influenceurs sur ces sujets. Ou est-ce que du coup, tout le monde doit changer aussi de façon de faire? Moi, je pense que c'est pas forcément... en fait, nous, il y a 2 manières qu'on a un petit peu de penser ces choses-là. Il y a se dire qu'il y a des questions, effectivement, de rôle quelque part et d'émetteurs quelque part, en gros, des gens qui sont des messagers crédibles pour certaines parties de la population. Si tu veux, c'est pas pareil. Tu peux pas parler exactement aux mêmes gens dans la population. Pour te donner un exemple, de citer Camille Etienne et citer l'Église catholique, par exemple. Et donc, du coup, il faut aussi que chacune et chacun essaie d'être conscient des audiences auxquelles on essaie de s'adresser, et qu'il y a une partie de ces messagers qui n'ont pas forcément vocation, en fait, à aller parler à des audiences qui sont moins engagées ou moins convaincues, et c'est OK. Par contre, là où tout ça doit être un peu équilibré, c'est avoir quand même en tête que polariser, avec des grands guillemets, toute une partie de la population qui n'est pas engagée aujourd'hui, en fait, ça rend plus difficile le travail des gens qui cherchent aujourd'hui à engager les personnes peu engagées. Donc, si tu veux, même si toi, tu n'es pas en train de parler à des personnes qui sont peu engagées, si jamais, de par ton discours qui peut être mis en valeur à droite, à gauche, machin, etc., en fait, tu fais directement ou indirectement augmenter la polarisation, et donc que les gens peu engagés se disent en fait ces gens sont des dingues, tu vois, et tu rends plus difficile le travail de gens qui, eux, auraient envie d'engager un peu plus ces gens qui aujourd'hui le sont peu. Voilà. Et donc c'est là où tu as un peu, oui, chacun son audience dans une certaine mesure, et pourquoi pas, c'est OK. Simplement, il faut être clair aussi sur les effets de bord que tu peux avoir sur le fait que, notamment, très clairement, des gens qui sont plutôt opposés aux enjeux de transition reprennent un morceau de ce que tu dis à un endroit, machin, etc., pour exciter, entre guillemets, négativement une partie de leurs audiences sur le côté, pour le dire vite, regardez ces écolos, c'est tous des dingues. Ouais, c'est intéressant, et en même temps,
J'ai l'impression que c'est très difficile à faire. Moi, je travaille avec une revue qui fait un travail mais absolument génial qui s'appelle Futurible. Je les aide à produire leur podcast où ils font de la prospective très nuancée. Donc ça veut dire avec à chaque fois à quoi ça peut ressembler le futur, qu'est-ce que ces décisions peuvent nous amener dans le futur et puis ils débattent de tout ça. Et en fait, cette nuance fait qu'ils existent depuis 1987, ils ont des centaines d'éditions papier qui sont géniales, mais ils s'adressent à une cible qui est assez limitée en soi, quoi. Alors qu'ils font ce travail-là, mais c'est juste que disons que le manque de polarisation, même si je pense que c'est plutôt une vertu, les empêche d'aller plus loin, quoi. Bah, après, il y a effectivement, tu peux aussi te dire que il y a un certain nombre de gens, enfin, nous, on en fait partie, par exemple, chez Parlons Climat, on n'a pas vocation à parler à l'ensemble de la Terre. Tu vois, nous, on est un truc un peu de geek, de gens qui aiment vraiment bien ces sujets-là, opinion publique, climat, environnement, etc. C'est pas grave si demain, on n'a pas des centaines de milliers de gens qui nous lisent ou qui vont sur notre site. C'est tout à fait OK. En fait, nous, on cherche à parler, je te dis n'importe quoi, mais à 5000 personnes, en gros, en France. Et parce que c'est elles et eux qui sont intéressés par le genre de taf qu'on fait, qui en vrai est quand même bien niche, tu vois. Et ça, c'est peut-être un premier point. Et un deuxième point, juste aussi par rapport à ce que tu disais avant, sur les rôles, machin, qui doit faire quoi. Nous, aujourd'hui, si on avait la stratégie parfaite, on aurait publié un papier qui s'appellerait « La stratégie parfaite pour gagner ». On a publié un truc qui s'appelle la théorie du pivot majoritaire, où on dit on a quelques intuitions et quelques idées, on aimerait bien les mettre en débat. Donc, non, mais je trouve ça important. Et puis d'autant que on est quand même on parle de changement social, on parle de sciences humaines d'une manière ou d'une autre. Il y a des choses qu'on sait. Il y a aussi beaucoup de choses, en fait, qu'on ne sait pas ou qu'on ne sait pas précisément. Et donc, nous, on pense, alors on sait, on a nos chiffres sur l'opinion publique où elle en est aujourd'hui. On a beaucoup de matos par entretien, notamment chez Parlons Climat, qui nous permet d'avoir quand même un avis éduqué sur un certain nombre de sujets. Le côté, qu'est-ce qu'il faut faire à l'avenir? On a un certain nombre d'idées. Est-ce qu'on est sûr à 100% que c'est les meilleurs du monde et que c'est celles-là qui vont gagner? Notamment sur cette partie, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On est un peu plus ça nous semble bien intéressant, intelligent par rapport à l'analyse qu'on fait de la situation aujourd'hui. Mais on est très heureux de pouvoir venir en discuter, en débattre, quoi. Ouais. Alors du coup, qu'est-ce que c'est cette théorie qui fait qu'on doit passer du minoritaire au majoritaire, donc ce fameux point de pivot? Ouais. À quoi il ressemble et c'est quoi? Est-ce que c'est une stratégie? Est-ce que c'est une stratégie gagnante ou est-ce que du coup c'est plein de petits morceaux? C'est plutôt plusieurs petits morceaux et plusieurs petits ou grands points de pivot, mais il y en a peut-être deux, moi, on en détaille un peu plus, mais il y en a deux que je trouve particulièrement importants. Il y en a un premier qui est de sortir du cadrage par le consommateur, en gros. Et c'est l'IDRI qui écrit beaucoup là-dessus et qui a notamment publié un papier spécifiquement sur les enjeux alimentation là-dessus, qu'ils ont appelé « Quand on peut, on veut ». Ouais. Et qui, en fait, pour moi, résume bien cette idée. C'est-à-dire qu'il y a quand même au centre de la théorie du changement de beaucoup de gens, et notamment des pouvoirs publics et économiques, sur les enjeux climat et environnement depuis 15-20 ans, ça a été de dire, en gros, les consommateurs, on va leur proposer une offre de consommation plus écologique, et parce que ça les intéresse vraiment, ils vont y aller, ils vont faire des efforts, et tout ça, ça va être super, et ça va transformer le système, en fait. Parce qu'en fait, il va y avoir de la demande, et du coup, l'offre va s'adapter, machin, etc. Et donc, ça a fait que il y a eu ce cadrage par le consommateur, beaucoup un cadrage, du coup, aussi par l'individuel, genre faites des trucs, faites des efforts, consommez mieux. Il y a eu aussi beaucoup de marketing, en fait, autour de ces sujets-là. Et donc, nous, en entretien, en fait, on entend beaucoup de gens qui nous disent, ils ne le disent pas exactement comme ça, mais pour qui, en fait, pourquoi ils intègrent le cadrage de l'écologie punitive, c'est qu'en fait, ils reçoivent toute la journée des messages, y compris marketing, leur disant « change de consommation pour protéger la planète ». Tu vois. Et donc, et au bout d'un moment, encore plus s'ils n'ont pas les moyens, en fait, de faire ce changement de comportement où ils ont l'impression que toute la journée, on leur dit « fais-le ». En fait, ils disent « non, stop, là, on pète un câble ». C'est pas parce qu'on veut qu'on peut, c'est parce qu'on peut qu'on veut. Voilà, c'est aussi parce qu'on peut qu'on veut. Et je vais juste donner un exemple assez peut-être simple là-dessus, quoi. Je discutais l'autre jour avec une journaliste qui disait « ouais, mais les gens, ils prennent pas plus les transports en commun, etc. Machin, ça va pas du tout. » Ouais, mais en fait, s'il n'y a pas plus d'offres de transports en commun, pourquoi les gens ils prendraient plus les transports en commun? Les gens, ils veulent pas prendre leur vélo pour aller au travail. Ouais, mais en fait, si pour aller bosser,
faut que je prenne une départementale sur laquelle les gens roulent à 90 et qu'en fait, il n'y a pas de piste cyclable protégée. En fait, je ne vais pas prendre mon vélo. Et donc, si tu veux, c'est un peu ce côté, genre, se dire que pour permettre, en fait, des changements de comportement d'une manière ou d'une autre, il faut aussi tout un tas d'infrastructures qui peuvent être très physiques, mais qui peuvent être aussi des représentations. Tu vois, genre le côté, l'avion, par exemple. En fait, je suis désolé, mais tant que tu auras des imaginaires du voyage partout qui te promeuvent l'avion, la plage à pas cher et pas loin, machin, etc. En fait, ce que tu demandes aux gens, c'est d'être des héros. Et en fait, oui, peut-être qu'il y a quelques héros sur cette terre, mais en moyenne, quand tout autour de toi te dit, si tu veux passer des bonnes vacances, il faut prendre un avion et aller à Ibiza, et en fait, ça va te coûter pas cher. Mais en fait, c'est impossible le truc. Enfin, c'est extrêmement difficile en tout cas. En fait, pour pouvoir le faire dans ce genre de cadre, c'est pas être un héros, c'est qu'il faut que tu sois dans un milieu social où quelque part tu peux valoriser le fait de dire ah bah non, moi j'ai plus pris l'avion, et tu sais qu'autour de toi les gens vont te dire super super. Moi c'est mon cas à titre personnel, ça me fait beaucoup rigoler quand je parle de ça sur le cadrage par des comportements individuels. Je suis allé au Maroc cet été pour un mariage. En général, quand je dis ça, je laisse 5 secondes de pause et les gens dans mon entourage me regardent et me disent c'est pas t'as été un mauvais écolo ou pas? Et donc je finis par leur dire et j'y suis allé en train, super, mais parce que je sais que quelque part je peux échanger quelque part ça contre une forme de valorisation sociale dans mon entourage où les gens vont me dire ah c'est bien, t'y allais en train. Mais par ailleurs, ce qui m'intéresse aussi sur cet exemple-là, qui est assez trivial, mais c'est comme le cadrage par le comportement individuel, en fait, il existe y compris dans les milieux engagés. Parce que moi, si j'avais dit et j'y suis allé en avion, t'inquiète pas que beaucoup de gens me seraient tombés dessus. Et d'ailleurs, relativement à juste titre, je peux me permettre d'y aller en train. Mais voilà. Mais donc, le cadrage par les comportements individuels, c'est un vrai truc. Et donc, réussir à passer au collectif là-dessus, c'est extrêmement important. Penser les infrastructures, les environnements cognitifs, culturels, économiques, c'est super central. On pourrait parler de la bouffe aussi là-dessus. Et donc là-dessus, effectivement, on passe de l'individuel au collectif. Mais qui est-ce qui gère ce collectif? Est-ce que quelle est l'échelle de ce collectif? Est-ce que c'est, tu parlais pistes cyclables, est-ce que ça doit faire, en fait, à chaque fois être la nécessité de la région? Je crois que c'est eux qui gèrent ce genre de truc. Est-ce que, ou les municipalités, je ne sais pas d'ailleurs. Est-ce que ça doit être plus haut, plus bas? Ça dépend du projet, je sais pas. En vrai, pour moi, ça peut être un peu à tous les niveaux, mais si tu veux, c'est un peu de se dire dans la panoplie aujourd'hui de ce que ça veut dire de s'engager sur les sujets du climat et de l'environnement. Les call to action, ce qu'on voudrait que les gens fassent d'une manière ou d'une autre, il faut qu'on soit capable de dire ce qu'on voudrait faire, c'est que des gens s'engagent dans un collectif citoyen pour demander une piste cyclable. Des gens s'engagent pour signer une pétition sur un sujet X, Y ou Z. Des gens s'engagent à disant je vais voter pour des partis, des gens en tout cas qui mettent en avant ces sujets-là. Et en tout cas être au clair sur le fait que dans la panoplie, ça, c'est au moins aussi important, voire en fait beaucoup plus important que est-ce que tu vas acheter une bagnole électrique en fait. Et c'est parce que d'autant que le côté est-ce que tu vas acheter une bagnole électrique, c'est un peu ça aussi, c'est que dans la représentation du bon écolo qu'on a aujourd'hui, il y a beaucoup de choses en fait qui nécessitent pas mal de pognon en fait. Et donc notamment pour des gens qui ont un peu moins de pognon, en fait du coup ils ont l'impression qu'eux ils peuvent pas, ils ont pas le droit d'être écolo en gros. Si t'as pas le blé pour t'acheter une bagnole électrique, faire la rénovation de ta maison, acheter bio en vrac, etc. En fait t'as pas le droit d'être un écolo quoi. Tu vois, moi j'ai des gens en entretien qui sont par ailleurs assez engagés dans leur mode de vie. Ils me disent non, moi je suis pas écolo, j'ai besoin de ma voiture pour aller bosser. C'est à pleurer. Enfin, c'était un épisode avec Théodore Tallant qui me disait, parce que lui il travaille sur l'acceptabilité de la transition dans les territoires, qui me disait que c'est fou en fait. Il y a beaucoup de gens qui sont plus écolos qu'une grande majorité, mais qui du coup osent pas se revendiquer de ce... Et on va statutairement même osent pas, plutôt que parce qu'ils rejettent le projet quoi. Et on va pour moi on va sur des enjeux de représentation et d'émetteurs aussi qui sont importants pour nous. C'est en gros quand tu fermes les yeux, c'est quoi ta représentation de quelqu'un qui est engagé sur les questions de climat et d'écologie? Ça, il faut que ça change. Il faut que ce soit diversifié. Il y a plusieurs manières de dire, en fait, il y a 1001 manières et toutes, selon là où tu es dans la société, en fait, peuvent faire sens, dont des manières d'être engagé collectivement d'une manière ou d'une autre et pas seulement dans tes achats, pour le dire un petit peu bêtement. Et de la même manière, et ça va avec cette idée qui est très importante pour nous dans le pivot majoritaire, qui est la diversification des émetteurs. Si tu veux, aujourd'hui, pour le dire vite, il y a sur les gens qui émettent des messages qui parlent de climat, grosso modo,
Il y a des Xavier qui font des podcasts. Il y a les Lucas qui font des Parlons Climat. Et voilà. Et du coup, il y a un enjeu à ce qu'il y ait une diversification beaucoup plus large des émetteurs sur ces sujets. Et quand on dit diversification, c'est deux choses. C'est à la fois des organisations qui vont pouvoir être ancrées dans des réalités sociales et territoriales différentes, diverses et variées. Et on peut penser à églises vertes avec une écologie chrétienne, banlieue climat avec une écologie plus ancrée dans les quartiers populaires. On peut penser au Shift Project dans une certaine mesure avec une écologie d'ingénieurs, la CEC qui est une écologie plutôt ancrée dans les mondes de l'entreprise. Mais on pourrait un peu multiplier ces points de vue. Et en fait, le truc, c'est non seulement se dire que ça permet d'avoir aussi tout simplement des expériences, des vécus sociaux différents qui sont affichés et donc où les gens peuvent se reconnaître dans des gens qui leur ressemblent plus d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est un premier point. Mais le deuxième point qui va avec et qui est, en général, ce premier point, tout le monde est d'accord. Genre, ouais, il faut de la diversité, il faut des gens différents qui parlent d'écologie, machin, super, tout le monde est d'accord. Sauf que maintenant, une personne ou une organisation qui est ancrée dans une réalité sociale, économique, géographique, culturelle, religieuse ou autre, différente d'une autre, elle ne va pas parler d'écologie et de climat pareil. Elle ne va pas demander forcément exactement les mêmes choses. Et donc se dire qu'on n'aura pas de diversification des porte-paroles, on va dire, des sujets de climat et écologie, sans une forme aussi de diversification du fond et du regard sur le climat et l'écologie. Et donc, ça veut dire que forcément, ça va multiplier des débats. Il y a des gens qui vont dire, enfin déjà, je pense que dans les gens que j'ai cités, là, il y a entre la CEC, le Shift, banlieue climat, église verte, il y a des gens qui peut-être là, en m'écoutant, vont dire non, mais eux, c'est pas des écolos, c'est pas des vrais écolos. Et ben en fait, ça va nous arriver de plus en plus et ce sera une bonne nouvelle parce que ça voudra dire qu'il y a de plus en plus de secteurs de la société qui s'emparent de cette question. Et juste pour finir là-dessus, un secteur, un groupe social, territorial, économique ou autre qui s'empare d'une idée, il l'adapte à sa propre réalité. Et c'est normal. Et c'est comme ça qu'une idée se propage dans la société. Les gens, ils prennent pas un truc copier-coller, quoi. Et donc ça, c'est tout à fait normal. Et on a eu par ailleurs plein de super exemples cet été. Et est-ce que ça veut dire que jusqu'à maintenant, on avait une sorte d'idée unique de ce que doit être l'écologie qui devait être propagée quoi qu'il arrive et que si ça te plaît pas, tant pis pour toi? Parce que j'ai l'impression qu'on avait déjà quand même des courants. Alors, et par ailleurs, est-ce que l'écologie se phagocytait elle-même parce que justement ces courants qui ont le droit de coexister, ce que tu dis, il y a plusieurs façons d'être écolo, aujourd'hui n'arrivaient pas à coexister ensemble? En fait, moi, ce qu'on perçoit vachement, en tout cas depuis l'extérieur, quand tu parles à des gens qui sont peu engagés, c'est que tout ça, c'est les mêmes. Tout ça, c'est les écolos. Si tu veux, la finesse, et d'ailleurs, c'est un vrai problème parce qu'en plus, maintenant, il y a un parti politique qui s'appelle les écologistes. Donc, en fait, ça rajoute tout un problème autour de ça. Et il y a aujourd'hui beaucoup plus de polarisation, d'ailleurs, de détestation. Enfin, pas de détestation, mais il y a une partie de la population qui vraiment a un regard très négatif sur les écologistes, beaucoup plus que sur l'écologie. Et ça, je pense que c'est un point qui est aussi assez central sur la diversification des émetteurs. C'est que ce que je te disais en opinion publique, les soutiens aux politiques publiques, par exemple, ils sont relativement hauts. Les soutiens aux écologistes, ils sont beaucoup plus bas. Et donc, il faut aussi être capable de faire la distinction entre ces deux choses-là. Et je ne sais plus quelle était ta question, du coup. Je disais, l'écologie était en train de se phagocyter elle-même avec plusieurs courants qui n'ont pas le droit, en gros, de l'extérieur, c'est le même message, mais de l'intérieur. De l'intérieur, nous, on voit beaucoup ces variations, ces distinctions, machin, etc. Mais de l'extérieur, vraiment, tous ces gens-là, c'est les écologistes. Et notamment, nous, on a un certain nombre d'études là-dessus qu'on a faites. En fait, les gens perçoivent très peu, connaissent pas, en fait, les noms des différents groupes. En fait, il y a beaucoup d'organisations qui sont, récentes et petites, en fait, sur ces sujets-là. Et donc, les gens ne les distinguent pas. Si tu veux, cette espèce d'évidence qu'on peut avoir quand on est engagé sur ces sujets, que des soulèvements de la Terre, la Fondation pour la Nature et l'Homme et le Shift Project, en fait, c'est pas du tout pareil. Quelqu'un qui est dehors, pas du tout. C'est tous des écolos, point. Enfin, voilà. Et donc, cet amalgame fait aussi d'ailleurs un truc qui est important, je trouve, à avoir en tête. On parlait des tactiques tout à l'heure. C'est-à-dire que quand une partie de ce mouvement-là décide de faire des actions particulièrement radicales, en fait, ça impacte aussi tout le mouvement. C'est pas parce que, en fait, l'effet de distinction
du côté ah mais non mais ça c'est cette partie-là du mouvement, c'est les écolos je sais pas quoi, alors que moi ça me pose pas de problème parce qu'il y a les écolos machins qui sont pas pareils. En fait, ces distinctions-là, elles n'existent pas aujourd'hui, elles ne sont pas perçues. Et donc l'idée, ce serait de réussir à faire en sorte que cette distinction, elle existe à l'extérieur. Ouais, elle soit visible. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le cas pour beaucoup d'autres mouvements, le fait d'avoir, j'ai l'impression, tu vois, quelqu'un qui est extérieur à, tu parlais de l'Église, quelqu'un qui est extérieur à l'Église catholique, il se dira c'est un catholique, mais il sait pas qu'il y a plusieurs congrégations, qu'il y a plein de trucs à l'intérieur. Est-ce que du coup, ce serait logique qu'il y ait que les gens sachent faire ces distinctions pour l'écologie spécifiquement plutôt que pour d'autres sujets? Alors, moi, ça me semble important, en tout cas, avec une vraie question par ailleurs de est-ce que c'est pour l'écologie? Nous, aujourd'hui, c'est aussi dans nos questions autour du pivot majoritaire, le fait de mettre toujours ce sujet-là au centre. En fait, on pense que ça devient contre-productif aussi. Et non seulement il faut aller sur les co-bénéfices, mais en fait, il faut même aller au-delà. Il y a des politiques qui sont juste bonnes parce qu'elles sont bonnes. Et par ailleurs, elles sont bonnes pour le climat. Mais en fait, juste, elles sont bien, elles sont importantes et il faut pouvoir les soutenir. Et donc, mettre toujours l'écologie au centre et aussi, du coup, se dire que le clivage, quelque part, qu'on essaie de construire, c'est les écologistes contre les non-écologistes. En fait, c'est pas bon. Parce que le clivage, les écologistes contre les non-écologistes, quelque part, les écologistes, tu n'auras aujourd'hui jamais 50% de la population qui va se reconnaître dans les écologistes d'une manière ou d'une autre. C'est une marque, une idée qui a été toxifiée pour plein de raisons, enfin notamment parce qu'il y a des gens qui ont décidé que quand même ces écolos-là, il fallait s'assurer qu'ils ne prennent pas trop de pouvoir. Et donc on a un vrai enjeu à déplacer les lignes de clivage, que ce ne soit pas les écolos contre les non-écolos, et on a même peut-être d'ailleurs des questions de nom. Si tu veux. Est-ce qu'on a besoin que tous ces gens-là s'appellent les écolos, voire qui revendiquent une étiquette totalement différente? Moi je pense qu'il y a beaucoup de ces gens-là qui ont aujourd'hui plutôt intérêt à revendiquer une étiquette tout à fait différente. Alors parlons climat, du coup, vous êtes quand même très centré climat là. Ah mais tu sais que c'est un truc qui m'embête, mais depuis, alors pas au tout début, tu vois, mais nous ça fait, je pense depuis 1 an après qu'on ait commencé à bosser sur ces sujets-là, on était là, mais en fait, trop une mauvaise idée de s'appeler Parlons Climat. Enfin, c'est absolument pas nos propos, justement, de plus en plus. Et on s'est posé la question, figure-toi, plus d'une fois de changer de nom, nous. Et en fait, bref, on est une toute petite orga, refaire le travail de te renommer, te machin, te truc, c'est pas. Et puis bon, on existe peu dans le débat public, donc tu vois. C'est pas donc quelque part, je pense que c'est un peu moins un sujet, mais clairement, moi, hyper souvent, je me dis mais notre nom, il est pas bon du coup. Et comment est-ce qu'on ferait alors? Est-ce que tu as des exemples de cette sectorisation, j'imagine, de l'écologie, de ces différents émetteurs qui pourraient être les bons émetteurs en fonction des différents sujets? Bah, en fait, moi, c'est assez rigolo parce que cet été, il y a 3 émetteurs un peu idéotypiques, limite des trucs dont je parlais quand on faisait des formations ou des ateliers, comme des émetteurs qu'on aimerait avoir, mais qu'en fait, on les aura pas, quoi. Enfin, ils voudront pas. Qui ont parlé chacun à leur manière des enjeux climatiques et ou écologiques. Et je pense à Stéphane Bern, qui a parlé des enjeux absolument centraux pour les gens qui sont attachés à la défense du patrimoine, de l'adaptation au changement climatique et de la lutte contre le changement climatique, qui a un effet délétère en fait sur le patrimoine français. 70% des moulins qui se cassent la gueule parce que effectivement changement climatique. Et donc là, tu parles forcément à des gens qui ont des attachements à ce sujet-là, et en fait, tu leur parles de climat, tu le relis à leur sujet, c'est super. On a eu le chef d'état-major des armées français qui, lors d'une conf de presse où il racontait en fait les 4 grandes menaces auxquelles fait face la France aujourd'hui, qui a mis le chaos climatique dans ces 4 grandes menaces. C'est quand même pas rien. On avait enregistré un épisode sur climat et sécurité avec Julia Tass de l'IRIS, et qui était super et qui fait peur, mais qui est hyper impressionnant sur l'importance de cette menace pour les armées, françaises et de l'OTAN, quoi. Et si tu veux, ce que j'avais trouvé par ailleurs super intéressant, un très bon exemple d'ailleurs dans cet épisode que j'avais beaucoup aimé aussi, qui m'avait beaucoup frappé, c'est aussi que c'est là où ça devient intéressant, c'est que l'armée décide que c'est OK d'envoyer quelqu'un de chez eux sur un podcast pour en parler. Ouais. Tu vois, c'est super important en fait. Enfin, pour l'armée, faire de la com publique sur un sujet X, Y ou Z, c'est pas non plus voilà, la grande muette. Voilà. Tu vois, quand l'armée décide de parler d'un sujet, c'est qu'il décide d'en parler et que c'est important, quoi. Et donc voilà. Et donc effectivement, ça c'était un deuxième exemple. Et il y a cette troisième
exemple que moi j'aime bien, c'est les scouts et guides de France qui, cet été, ont fait un rassemblement clameur autour des enjeux, clameur des pauvres, clameur de la terre, qui est une citation d'une encyclique du pape précédent, du pape François, Laudato Si, et où, et en fait, de fait, c'était le plus gros rassemblement écolo de l'été. Il y avait 20 000 personnes, c'est absolument dingue. Et donc là, pour moi, c'est ces 3 petits exemples, en fait, qui sont assez intéressants, en tout cas, de comment des émetteurs un peu différents peuvent aborder ce sujet et en parler, a priori, à des audiences qui, pour certaines, n'ont pas forcément l'habitude d'en entendre parler, mais des gens, en tout cas, pour lesquels c'est des gens qui sont crédibles. Ouais. Tu vois, t'es dans l'institution militaire, en fait, ton chef d'état-major des armées, c'est un messager crédible quand même. Tu vois, c'est quelqu'un dont tu dis que tu respectes sa parole. T'es quelqu'un très engagé sur les sujets de patrimoine. Stéphane Bern, en fait, tu l'écoutes un peu. Il a un truc à dire sur ce sujet. Et c'est pareil, les scouts et guides de France, quand tu es engagé dans le mouvement du scoutisme, qui est quand même un très gros truc en France, et forcément, quand les scouts et guides de France décident d'organiser tout un événement sur ces sujets-là, aussi, non seulement tu les écoutes, mais en plus, en l'occurrence, ils ont fait un événement avec 20 000 personnes pendant plusieurs journées. Donc, ça fait non seulement du message, mais ça fait de la pratique. Ouais, et c'est hyper intéressant. On arrive à l'heure d'enregistrement, donc je pense qu'on va conclure avec ça. J'aimerais que tu me sortes ta boule de cristal. Donc on a eu une phase de forte croissance, on disait 2015-2022, et puis là on arrive sur un palier. C'est quoi ta projection du coup sur les prochaines années, si on met en place du coup ce fameux pivot majoritaire, ou même si tu vois si on considère que les évolutions vont dans le sens qu'elles vont et que qu'est-ce qui va se passer quoi. C'est l'heure Madame Irma. C'est très dur, c'est évidemment très dur ta question. Moi, ce que je crois aujourd'hui assez profondément en opinion, et pour encore une fois faire beaucoup aussi d'entretiens quali, c'est que les questions de climat et d'environnement, elles ont cliqué. En fait, il y a un niveau de préoccupation et de priorisation du sujet qui a monté de plusieurs niveaux, en fait, vraiment de plusieurs crans, tu vois. Et d'ailleurs, et qui, mine de rien, est entretenu par un écosystème. On parlait un peu de ce côté bulle, entre guillemets. Elle a au moins ce côté positif, que ça fait quand même une partie de la population qui, pour une partie, a y compris changé vraiment sa vie, ses engagements professionnels, etc. Qui, par ailleurs, est assez réflexive. Moi, je trouve qu'en ce moment, il y a quand même pas mal de réflexions. Les gens se posent des questions. Et donc ça, en fait, c'est pas des gens qui, du jour au lendemain, vont dire, en fait, merci, au revoir, adieu, quoi. Et donc, c'est des gens qui sont aussi des émetteurs dans leurs entourages proches, machin, etc. Et donc, je ne crois pas du tout au fait qu'on retournera là où on était il y a 10 ans. Et il y a par ailleurs plein de petits signaux que moi je trouve assez positifs sur comment dans l'économie aussi, un certain nombre des sujets de climat d'écologie ont pu s'ancrer. Pour te donner un exemple que moi j'avais trouvé frappant et vraiment intéressant, quand le gouvernement dit on va sucrer ma prime rénov', les premiers gens qui montent au créneau, c'est pas des gens du climat et de l'écologie, c'est la Fédération des artisans du bâtiment, en fait. Et dans ces moments-là, tu te rends compte qu'en fait, tu as cliqué un truc qui est quand même particulièrement intéressant, c'est-à-dire que c'est un dispositif qui est plutôt vertueux quand même sur les enjeux climatiques, sur la rénovation en fait du bâti. On sait que c'est quand même une des sources d'émissions importantes, etc. Et qui monte au créneau pour le défendre, c'est le secteur économique. Et donc là, c'est intéressant aussi de voir qu'il y a quelques endroits, en tout cas, où il y a eu des formes d'alignement qui, pour moi, empêchent en tout cas des retours en arrière, immenses. Et de la même manière en opinion publique, où je pense qu'on ne retournera pas du tout là où on était il y a 10 ans. Mais il faut bosser, faut qu'on soit meilleur. Merci pour cette conclusion, faut bosser. Merci beaucoup d'être passé dans The Big Shift pour la reprise. Si vous êtes encore là avec nous et que vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, faites partie de nos auditeurs préférés. Merci beaucoup. Et surtout, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment de vous abonner, c'est le moment de mettre des étoiles, de nous envoyer un petit message avec du love. Envoyez à Xavier Seux sur LinkedIn, sur Instagram, à Lucas Francou à Parlons Climat sur LinkedIn. Vous êtes sur Instagram aussi d'ailleurs, Parlons Climat. Pas trop. Sur LinkedIn. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et je vous dis à plus. Ciao. Merci, ciao.